J'ai grandi à Fairfield Hills, dans le Connecticut, où les pelouses étaient impeccablement entretenues et où le succès se mesurait aux fanions des universités et aux adhésions aux clubs privés. Ma mère, Eleanor Callaway, avait autrefois été chroniqueuse mondaine, ce genre de femme capable de faire ou défaire des réputations avec un seul paragraphe. Elle se comportait comme si elle était encore sous pression, scrutant chaque pièce à la recherche d'imperfections, surtout si ces imperfections, c'était moi. Ma sœur Victoria était tout ce que ma mère avait toujours voulu en une fille. Elle avait obtenu son diplôme de droit à Yale, avait été assistante d'un juge fédéral, et était en voie de devenir associée avant ses 30 ans. À chaque dîner de fête, il y avait un nouvel article sur elle, parfois littéralement, car maman découpait les articles et les encadrait sur le mur de la salle à manger. J'étais la pensée secondaire à ces réunions, assise au bout de la table à côté des cousins plus jeunes, répondant aux questions sur mes études, même après avoir abandonné. Quand je disais que je créais des sites web pour des petites entreprises, quelqu'un riait et trouvait ça mignon, comme si je vendais de la limonade au coin de la rue. Victoria me regardait alors avec un sourire patient, celui qu'on réserve à quelqu'un dont on s'attend à ce qu'il grandisse un jour et abandonne ses bêtises. Depuis mes 12 ans, je savais que je ne voulais pas de la vie qu'il me proposait. Je préférais démonter un vieil ordinateur que m'habiller pour un déjeuner réseautage. J'adorais le casse-tête du code, le frisson de voir pour la première fois quelque chose que j'avais construit fonctionner. Ma mère appelait ça « jouer ». Mon père, moins subtil, me demandait si je comptais bricoler avec des gadgets jusqu'à mes 40 ans. Au début de la vingtaine, le fossé entre nous n'était plus une question de goût, c'était une faille profonde. Je mesurais la valeur en diplôme et titre. Moi, en idée et en liberté de les poursuivre. Pourtant, je continuais à essayer d'être poli, de m'intégrer à leur monde sans m'y perdre complètement. Cette illusion s'est finalement brisée un dimanche soir lors d'un dîner que je n'oublierai jamais, quand l'espace entre nous est devenu impossible à ignorer. La table était dressée avec la plus belle porcelaine d'Eleanor, celle qu'elle n'utilisait qu'en présence d'invités. Des verres en cristal scintillaient sous le lustre, et l'air sentait légèrement son poulet rôti signature. Les parents occupaient chaque siège, les conversations tournaient autour de promotions, d'admission dans les Ivy League, et de la dernière victoire en justice de Victoria. J'étais restée silencieuse toute la soirée, attendant mon tour. Quand les assiettes furent débarrassées pour le dessert, je posai ma fourchette et dis « Je ne retourne pas à Columbia le semestre prochain ». Le cliquetis des couverts s'arrêta net. Je me consacre à plein temps à mon entreprise. J'ai déjà des clients payants et un plan pour développer. Un instant, personne ne bougea. Puis Eleanor s'appuya en arrière sur sa chaise, plissant les yeux. « Ton entreprise » répéta-t-elle, comme si elle goûtait quelque chose de pourri. « C'est comme ça que tu appelles ces petits sites web avec lesquels tu joues ? Ils ne sont pas petits. Ils rapportent de l'argent. Et moi ? » Sa main claqua sur la table. « Et dégage, petite vermine. » Ces mots déchirèrent la pièce comme du verre brisé. Un cousin toussa dans sa serviette. Les lèvres de Victoria esquissèrent un sourire complice. Je sentis la chaleur monter dans ma nuque mais garder la voix calme. « Si c'est comme ça que vous me voyez, alors je m'en vais. » Je me levai, les pieds de ma chaise raclant le sol poli. Personne ne tenta de m'arrêter. Personne ne me demanda d'expliquer. À l'étage, je fis rapidement ma valise ordinateur portable, quelques vêtements, mon sac à dos en cuir usé. Chaque objet que je rangeais semblait être un morceau de la vie que je construisais en secret, derrière leur dos. Quand je redescendis avec mes affaires, Eleanor ne leva pas les yeux en versant le café. Mon père murmura quelque chose à un invité comme si la scène qui se jouait chez lui n'était qu'un léger désagrément. Je sortis dans la fraîcheur de la nuit, refermai doucement la porte derrière moi, et sus que je ne franchirais plus jamais ce seuil de la même façon. La rue était silencieuse, le seul son était le faible bourdonnement de ma propre détermination, alors que je me dirigeais vers la gare, prête pour ce qui viendrait ensuite. L'appartement faisait à peine 37 mètres carrés, niché au-dessus d'une épicerie qui gardait ses lumières allumées jusqu'à 3 heures du matin. Les tuyaux grondaient à chaque fois qu'un voisin ouvrait un robinet, et le radiateur claquait comme s'il protestait d'être sollicité. Mes meubles venaient de vide-grenier ou étaient récupérés au bord de la rue lors des nuits de poubelle. Un bureau ébréché, coincé entre la kitchenette et la fenêtre, était devenu mon centre de commandement. Depuis cet espace exigu, j'ai lancé mon idée, une place de marché en ligne où des artisans de boutiques pourraient vendre leurs créations sans être engloutis par les grandes plateformes de commerce électronique. Des potiers de petites villes, des créateurs de bijoux travaillant sur leur table de cuisine, des peintres sans connexion à des galeries, je voulais qu'ils aient tous un endroit où leur savoir-faire soit à l'honneur, pas noyé dans une mer de produits fabriqués en masse. J'ai construit le site moi-même, codant tard dans la nuit,
ajustant les mises en page et les systèmes de paiement jusqu'à ce que mes yeux brûlent. J'envoyais des mails aux propriétaires de boutiques que je trouvais en ligne, me présentant ainsi que la plateforme. La plupart ne répondaient pas. Quelques-uns répondaient, mais leur première question était toujours la même, où as-tu étudié? Quand j'admettais que je n'avais pas de diplôme, leur ton changeait. Certains arrêtaient tout simplement de répondre. D'autres répondaient poliment mais catégoriquement non. Le loyer et les charges épuisaient mes petites économies. Je rallongeais mes repas en sautant le petit déjeuner, vivant de nouilles instantanées et de boîtes de haricots. Je prenais des petits boulots de réparation informatique pour les voisins, réparer un téléphone capricieux, démêler une imprimante récalcitrante pour payer l'hébergement du site. Un soir, après avoir envoyé une nouvelle série de propositions, j'ai vérifié ma boîte mail. Un autre refus, cette fois d'une boutique dans le Vermont. La dernière phrase du propriétaire disait « Reviens peut-être quand tu auras de vrais diplômes ». J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis appuyé sur ma chaise et fixé le plafond taché d'humidité. Le bruit de la ville s'estompa en un bourdonnement sourd. Pour la première fois depuis mon départ de la maison, je me suis demandé si ma mère avait raison que sans le bon papier accroché au mur, je serais toujours un pas derrière. Mais le matin venait toujours, avec une nouvelle chance de prouver le contraire. Le lendemain, j'ai pris mon ordinateur portable et suis allé à une rencontre gratuite pour petites entreprises que j'avais vu afficher sur un panneau communautaire, espérant que la salle contiendrait au moins une personne prête à écouter. Le séminaire avait lieu dans une salle à l'arrière d'une bibliothèque publique, les chaises pliantes disposées en rangées irrégulières. Une vingtaine de personnes étaient présentes, la plupart en tenue décontractée de travail, quelques-unes en chemise tachée de peinture. Je me suis assise près du fond, carnet ouvert, essayant de me fondre dans la masse. L'intervenante était Marin Hollis, fondatrice d'une petite mais prospère société de logiciels logistiques. Elle n'était pas aussi sophistiquée que je l'avais imaginé, ses manches de blazer retroussées, elle parlait simplement avec une autorité acquise après plusieurs échecs de lancement. Elle nous a expliqué les chaînes d'approvisionnement, le suivi des stocks, et les inefficacités cachées qui drainent silencieusement les petites entreprises. Après la conférence, la plupart des gens sont partis rapidement, mais je suis restée, rassemblant mon courage pour l'aborder. Quand je l'ai enfin fait, j'ai failli laisser tomber ma carte de visite maison en la lui tendant. Je gère une place de marché pour artisans, dis-je, la voix plus assurée que je ne le sentais. Pas de diplôme, pas d'investisseurs, mais de vrais clients et de vraies ventes, du moins quand j'y arrive. Marin m'a observé un moment, puis a demandé « As-tu des données clients ?» J'ai ouvert mon ordinateur et lui ai montré ma petite mais croissante liste de vendeurs, avec leurs historiques de commandes. Elle a fait défiler les tableaux, son expression impassible. Puis elle s'est appuyée en arrière. « Tu penses trop petit. Vendre une écharpe faite main à la fois, c'est lent. Mais ton système de commande, et si tu le vendais à 50 boutiques en même temps? Donne-leur les outils, pas seulement la vitrine. » Ces mots m'ont frappé comme un plan qui se met enfin en place. J'avais été tellement concentré sur l'attraction de vendeurs individuels que je n'avais pas pensé à transformer ma plateforme en logiciel pour des réseaux de boutiques entiers. Nous avons parlé jusqu'à ce que le personnel de la bibliothèque commence à empiler les chaises. En retournant dans la nuit froide, mon esprit réécrivait déjà tout nom, stratégie, envergure. En arrivant à mon appartement, je savais que la place de marché était terminée. La vraie entreprise allait commencer. La transition n'a pas été facile. J'ai dépouillé ma vieille place de marché jusqu'à son squelette et l'ai reconstruite en un système cloud de gestion des stocks et des commandes, conçu spécialement pour les détaillants artisans. J'ai passé des semaines à apprendre de nouveaux frameworks, concevoir un tableau de bord plus clair, et intégrer des API de livraison pour que les propriétaires de boutiques puissent suivre les produits de l'atelier à la vitrine. Les jours se sont transformés en nuit. Mon tableau de prospection téléphonique a dépassé les 200 noms, chaînes de boutiques, coopératives régionales, magasins de meubles spécialisés. La plupart se sont soldés par des refus polis ou pas de réponse du tout. Mais un matin, un mail est arrivé dans ma boîte, le directeur des opérations d'Eastwood Epine, une chaîne de meubles artisanaux basée en Nouvelle-Angleterre avec 14 magasins. Il cherchait un nouveau système et voulait une démonstration. Je n'ai presque pas dormi cette semaine-là. Vendredi, j'avais une démo en direct chargée avec leur catégorie de produits, des exemples de rapports de vente, et des alertes de réapprovisionnement automatisées. L'appel a duré 45 minutes, mais à la fin, le directeur a dit « Nous cherchons quelque chose comme ça depuis des années. Envoyez-nous la proposition. » Le contrat s'élevait à 500 000 $, la moitié payable d'avance. Quand j'ai vu l'accord signé, je suis resté longtemps à le fixer, les mains encore posées sur le clavier, comme si bouger trop vite risquait de le faire disparaître. Puis le vrai travail a commencé.
Pendant 2 mois, j'ai poussé plus fort que jamais, coordonnant à distance avec leur manager, personnalisant les fonctionnalités pour chaque site, vérifiant 3 fois chaque intégration. Je mangeais à mon bureau, travaillais les week-ends, et parfois je m'endormais avec du code encore ouvert à l'écran. Le déploiement s'est fait dans les temps. Pas de plantage, pas de perte de données. En quelques semaines, leurs responsables régionaux rapportaient des délais d'exécution plus rapides et des inventaires plus précis. Le propriétaire d'Eastwood Epine m'a envoyé une carte de remerciement manuscrite, un petit geste, mais qui m'a paru être une validation en encre. Peu après, ils m'ont recommandé à 2 autres détaillants haut de gamme. Ces introductions ont mené à des réunions, et les réunions à de nouveaux contrats. Le chiffre d'affaires dépassait tout ce que j'avais imaginé quand je codais dans mon minuscule appartement pour des vendeurs individuels. Il était clair que je ne pouvais plus tout faire seul. J'ai embauché 2 développeurs et un coordinateur de projet, des gens aussi précis et déterminés que moi. Pour la première fois, j'avais une équipe, et ensemble, nous construisions quelque chose qui pouvait dépasser toutes les limites que je pensais avoir. Les contrats continuaient d'arriver, et avec eux, les chiffres sur mon compte en banque. Ce qui autrefois ne représentait que quelques milliers par an était devenu plus que je n'aurais jamais cru possible. Mais mon style de vie restait le même. Je vivais toujours dans le même appartement modeste, portais les mêmes bottes usées au rendez-vous client, conduisais encore une voiture avec plus de kilomètres que je ne voulais l'admettre. Moi, ma famille se doutait de quelque chose, mieux c'était. Ce n'était pas par peur, mais par contrôle. Je ne voulais pas que mon succès devienne une autre chose qu'il pourrait déformer en quelque chose de laid. Alors, quand j'ai décidé de les aider, je l'ai fait de manière à ce qu'ils ne puissent jamais remonter jusqu'à moi. J'ai appris par un contact en ville que mes parents avaient plusieurs mois de retard sur leur hypothèque. En moins d'une semaine, une « fondation éducative » anonyme a commencé à payer leur mensualité. Ils ont reçu une lettre de la banque louant leur contribution à l'éducation locale comme raison de cette aide. Mon père disait aux voisins qu'un bienfaiteur avait reconnu ses années de service. Ma mère parlait de « timing divin ». Quand l'état de la thyroïde de ma mère s'est aggravé et que l'assurance refusait de couvrir certains traitements, un fonds privé de santé est apparu de nulle part pour les payer intégralement. Elle ne s'est jamais posé de questions, disant seulement être reconnaissante de la gentillesse des inconnus. Les enfants de Victoria furent les suivants. Elle les avait inscrits dans une école privée d'élite, mais avait reculé devant la facture des frais de scolarité. Cet automne-là, les 2 enfants ont reçu des « bourses d'enrichissement académique » d'une fondation régionale, couvrant entièrement leurs frais. Elle a publié en ligne à quel point elle se sentait bénie d'être soutenue par des gens qui valorisent l'éducation. Malgré tout cela, il ne cessait de me traiter comme la fille qui avait abandonné, celle qui avait choisi la mauvaise voie. Au dîner de fête, il me comparait toujours défavorablement à Victoria, me suggérant encore de penser à finir mon diplôme. Je souriais, hochais la tête, et ne disais rien. Mais chaque fois qu'ils louaient leur mystérieux bienfaiteur, je baissais les yeux et gardais la voix calme, cachant la vérité au vu de tous. Je me disais que savoir que j'aidais suffisait, même s'ils ne me remercieraient jamais. Cette illusion ne dura pas éternellement. Un jour de fête, elle éclata. La table était dressée comme si rien n'avait changé, l'argenterie était polie, les verres à vin alignés comme des soldats, la dinde rôtie de ma mère placée au centre. J'avais été invitée comme chaque année, même si je soupçonnais que c'était plus par obligation que par accueil. Cette fois, je n'étais pas venue les mains vides. Dans mon sac, un dossier épais rempli de documents relevés de virements bancaires, contrats de fiducie, évaluation d'entreprise, tout ce qu'ils n'avaient jamais voulu demander. Le dîner commença comme d'habitude, ma mère récitait un toast à la famille, mon père enchaînait avec un discours louant les succès de Victoria, les notes des enfants, et combien ils étaient bénis d'avoir de tels exemples sous un même toit. Mon nom ne fut pas prononcé une seule fois. Quand la dinde fut découpée et les assiettes passées, je posai le dossier sur la table, entre la sauce au canneberge et les petits pains. Je pense qu'il est temps que vous sachiez la vérité, dis-je. Mon père fronça les sourcils tandis que je glissais le premier document vers eux, un rapport d'évaluation plaçant la valeur de mon entreprise à 48 millions de dollars. Puis vinrent des relevés montrant les paiements hypothécaires faits par la soi-disant fondation éducative, des factures de santé payées par une fiducie privée, des bourses pour les enfants de Victoria. Les yeux de ma mère se plissèrent. « Où as-tu obtenu tout ça ?»« C'est à moi, » répondis-je calmement. « La fondation, la fiducie, les bourses, ça fait des années que c'est moi. » Victoria laissa échapper un petit rire. « Donc, tu joues avec du code chez toi et tout à coup tu es millionnaire ?»« J'ai créé une entreprise qui sert des clients dans tout le pays, » répondis-je, d'une voix assurée. « Je vous ai soutenu en silence parce que je ne voulais pas de gratitude, juste du respect. »« Tu mens », claqua ma mère, la voix assez tranchante pour couper la pièce.
Je me levai, rangeant les documents dans le dossier. Si tu penses que je mens, alors tu ne manqueras pas l'aide. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Personne ne bougea pendant que je prenais mon manteau au dos de ma chaise. Je sortis dans la nuit froide, le son de leurs voix étouffées s'éloignant à chaque pas. Le lendemain matin, j'avais déjà réservé les déménageurs. Ma nouvelle adresse serait bien au-dessus des rues de Manhattan, loin de cette table et de tout ce qu'elle représentait. Les déménageurs arrivèrent à l'aube, leurs pas résonnant dans les couloirs presque vides de mon appartement. Vers la mi-matinée, la dernière boîte était scellée, et je partais pour Manhattan. Les clés du Pantouse étaient lourdes dans ma main non pas à cause de leur poids, mais de ce qu'elles représentaient, des années de travail silencieux, d'orgueil avalé, de construction de quelque chose qu'ils disaient impossible. Quand je suis entré, l'espace s'est ouvert devant moi comme un horizon. Des fenêtres du sol au plafond entouraient le salon, la ligne d'horizon s'étendant dans toutes les directions. L'Hudson scintillait au loin, un ruban de lumière traversant la ville. Les parquets en chêne blanc captaient le soleil d'hiver, et les murs étaient nus, attendant que je décide ce qui devait y appartenir. Cette première nuit, je suis resté pieds nus près de la vitre, les lumières de la ville en contrebas scintillant comme une constellation que je pouvais enfin nommer comme mienne. J'avais signé les papiers de clôture des mois plus tôt, mais jusqu'à présent, cet endroit n'avait été qu'un bien immobilier. Aujourd'hui, il devenait un foyer. En moins d'une semaine, le nouveau siège de mon entreprise ouvrait au dernier étage d'une tour de verre à Midtown. Le bureau était élégant, lumineux, conçu pour la collaboration, avec des salles de conférence nommées d'après les petites villes d'où venaient mes premiers clients. Pour la première fois, mon nom figurait sur la porte, pas caché derrière un statut de SARL, ni enterré sous une coquille juridique. Ce mois-là, j'ai assisté à mon premier gala du secteur, serrant la main d'exécutifs, de fondateurs et d'investisseurs qui ne connaissaient mon travail que par réputation. Personne ne me demanda mon parcours scolaire. Personne ne mesura ma valeur à un bout de papier. Il la mesurait à ce que j'avais construit, et cela suffisait. Manhattan avait toujours été le décor de l'histoire de quelqu'un d'autre aux yeux de ma famille. Maintenant, c'était celui de la mienne, et j'avais l'intention d'écrire chaque chapitre sans demander la permission à quiconque. Le succès avait un goût différent quand il n'était plus seulement à moi. Au printemps, j'ai lancé le Callaway Catalyst Fund, un programme de subvention et de mentorat pour les entrepreneurs qui, comme moi, avaient choisi de construire sans le tampon d'un diplôme. Je voulais trouver ceux qui travaillaient en silence dans des espaces empruntés, tenant leurs idées ensemble avec détermination et Wi-Fi prêté. La première subvention fut accordée à une jeune femme de 22 ans, Alina Reyes, qui développait une application de planification et de suivi des patients pour les cliniques en zone rurale. Elle jonglait avec des emplois à temps partiel pour garder le projet en vie, codant la nuit sur un ordinateur portable d'occasion qui surchauffait toutes les heures. La subvention couvrit ses frais de vie, du matériel neuf, et l'a mis en relation avec des mentors pour l'aider à lancer l'application sur le marché. Lorsque l'annonce fut rendue publique, l'histoire attira plus d'attention que prévu. Des blogs spécialisés la relayèrent, puis des revues économiques, puis un reportage dans un magazine national. Les titres m'appelaient « Championne des fondateurs non traditionnels » et preuve que le chemin le moins fréquenté peut toujours mener au sommet. Ce n'était pas une question d'éloge, c'était un changement. Les mails commencèrent à affluer de tout le pays, chacun rappelant qu'il y avait plus de personnes comme nous qu'on ne voulait l'admettre. Le fonds ne donnait pas seulement de l'argent, il donnait la permission, quelque chose que j'avais appris être plus difficile à trouver que du capital. Debout sur le balcon de mon Pantouse une nuit, je pensais à Alina, aux autres candidats qui attendaient encore leur chance, et à la jeune version de moi-même qui avait eu besoin de quelqu'un pour croire qu'elle ne perdait pas son temps. C'est alors que le téléphone a sonné, un appel qui allait rouvrir une porte que je pensais fermée pour toujours. 2 semaines après le lancement du fonds, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. La voix d'Eleanor était plus douce que dans mon souvenir. « J'aimerais te voir, dit-elle. Juste pour parler. » Nous nous sommes rencontrés dans un petit café niché entre des brownstones, un endroit où le bruit ne dépassait jamais un murmure. Elle est arrivée en manteau simple, pas d'entrée dramatique, pas de regard acéré. Pendant un moment, nous avons simplement siroté notre café. Je me suis trompée, a-t-elle fini par dire. Sur ce qui compte. Sur toi. Je n'ai pas cherché à remplir le silence. Je ne peux pas changer le passé, ajouta-t-elle. Mais j'aimerais te connaître tel que tu es aujourd'hui. J'ai posé ma tasse. Alors ça commence par le respect. Pas de comparaison, pas de condition. Elle acquiesça, et pour une fois, il n'y avait pas de rancune. Nous nous sommes quittés sans promesse, mais aussi sans le poids des vieilles rancunes qui nous traînaient derrière. Ce week-end-là, j'ai organisé un dîner sur mon toit.
Des guirlandes lumineuses dansaient dans la brise du soir, la ville bourdonnant en contrebas. Mon équipe riait autour de la longue table, et les premiers bénéficiaires du fonds partageaient les dernières nouvelles de leur projet. Les assiettes circulaient, les verres tintaient, les histoires se mêlaient. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que c'était ma famille choisie, pas héritée. Et à cet instant, j'ai su que j'avais cessé de vivre pour mériter une place à la table de quelqu'un d'autre. J'avais construit la mienne.